Bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, nous commençons une conférence sur la Syrie. Nous sortons un tout petit peu sur la Syrie, sur la Turquie, pardon. J'ai tellement pensé à la Syrie. Et donc sur la Turquie, nous sortons un tout petit peu du Proche-Orient, parce que vous savez qu'en termes géopolitiques, on considère que la Turquie ne fait pas réellement partie du Proche-Orient. Et ce qui est vrai en termes géographiques, géopolitiques. Longtemps d'ailleurs, de mauvais esprits ont voulu faire entrer la Turquie dans l'Europe, et je pense que certains n'y ont pas tout à fait renoncé. Or, personne n'a jamais pensé faire entrer la Syrie, le Liban ou l'Irak dans l'Europe. Il y a tout de même des limites. Mais la Turquie, ils y ont songé, donc comme si la Turquie finalement ne faisait pas tout à fait partie de l'Asie, mais un peu de l'Europe. Et c'est vrai qu'elle a une petite partie européenne. Mais tout de même, pour comprendre ce qui se passe au Proche-Orient, il faut se pencher sur la Turquie, ne serait-ce que parce que la Turquie, lorsqu'elle était l'Empire ottoman, a occupé pendant plusieurs siècles tout ce Proche-Orient. La Turquie, rappelez-vous, a été le siège de l'Empire romain d'Orient, et c'est là qu'a été construite par l'empereur Constantin la plus grande église du monde chrétien. Justinien ensuite a continué à développer en 1453 sous les coups des Ottomans. Il faut bien voir le contexte géopolitique de l'époque. Comme je vous l'avais dit lors de la première conférence, les cavaliers de Mahomet, les cavaliers arabes venus d'Arabie, de l'Arabie saoudite actuelle, après la mort de Mahomet, avaient envahi tout le Proche-Orient. Et donc ils avaient conquis la Terre Sainte, la Palestine, ils avaient conquis la Jordanie, l'Irak, une partie de l'Iran, et puis la Syrie, bien sûr. Et ils s'étaient tout de même arrêtés quasiment à la Turquie. C'était pas encore la Turquie, c'était encore majoritairement chrétien. Les Arméniens étaient notamment extrêmement nombreux. Et puis ensuite, ce sont les basculements de l'histoire. Les Turcs sont venus, les Seldjoukides, qu'on appelle aujourd'hui les Turcs, sont venus des plaines d'Asie centrale, se sont révélés être de redoutables combattants et progressivement ont chassé les Arabes, ou tout au moins ceux qui ne s'étaient pas installés, dans ce Proche-Orient, dont ils ont pris le contrôle. Et cet empire ottoman va grandir. Il va grandir à tel point qu'il va menacer le monde chrétien. Et le point d'orgue, évidemment, de cette menace, c'est la chute de Constantinople en 1453. Vous voyez là cette superbe basilique qui fut la perle de la chrétienté. Et vous voyez les versets du Coran qui sont au coin de cet édifice. Ce sont des figures d'anges qui étaient là. Et donc, dans l'islam, on ne représente pas des images religieuses. Et donc, ces figures d'anges ont été masquées par ces versets du Coran. Évidemment, quand on va la visiter, ce que je vous engage à faire, c'est un pèlerinage un petit peu douloureux, mais c'est très beau. Et donc, c'est Mehmed II, le grand conquérant ottoman, avec Soliman le Magnifique, qui va prendre Constantinople, qui va être après le début aussi de la conquête des Balkans. Ils vont forcément remonter vers le nord. Peut-être qu'un jour, on aura un plaisir de pouvoir parler ensemble des Balkans. Mais c'est sûr que ça a été le début, tout au moins la continuation de la conquête de l'Europe par les Turcs. Ils sont allés très loin. Regardez cette carte de la Méditerranée. On voit les incursions au XVIe siècle, c'est considérable. Alors si on part de l'Est en allant vers l'Ouest, vous voyez Rhodes, qui a été prise par Soliman le Magnifique en 1522. Ce sont ce qu'on appelait les chevaliers de Rhodes, qui venaient déjà de Jérusalem. C'était avant les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ensuite, ils ont été à Saint-Jean d'Acre. Et quand Saint-Jean d'Acre est tombé, ils sont allés à Rhodes. À Rhodes, ils ont négocié avec Soliman le Magnifique pour partir, sains et saufs, vers Malte. Vous voyez la flèche qui part de Rhodes vers Malte. Et là, quelques années plus tard, en 1565, il y aura le grand siège de Malte, où des dizaines de milliers de Turcs et de bateaux de l'Empire ottoman, toute la fine fleur des janissaires et de la flotte ottomane sont venus mettre le siège de Malte, devant Malte, dont ils ne devaient faire qu'une bouchée. Et ils sont tombés sur un os. Ça a été la grande défaite de Soliman le Magnifique, devant Malte, défendue par une poignée de chevaliers, qu'on a appelés après les chevaliers de Malte, bien sûr, mais à l'origine, ce sont les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui étaient menés par le grand maître Jean de la Valette, un homme extraordinaire qui a donné le nom de la capitale de Malte. Mais cette défaite n'a pas empêché
que les incursions ottomanes se poursuivent. Vous voyez des batailles qui ont eu lieu autour de la Sicile, dans le sud de l'Italie. Je vous avais parlé au cours de cette première conférence de la terrible bataille d'Otrante, où les malheureux défenseurs chrétiens ont tous été décapités ensuite. Et les incursions qui vont jusqu'en Espagne, en France, à Nice, une grande bataille à Nice pour empêcher les Turcs. C'est vous dire à quel point la Méditerranée appartenait aux Turcs et à quel point le monde chrétien a couru un danger mortel. Soliman le Magnifique rêvait d'entrer dans Saint-Pierre de Rome et d'en faire une mosquée. Les siècles passent et l'Empire ottoman, comme tous les empires sont comme nous, ils sont mortels. Et donc cet empire a disparu. Il n'a pas été remplacé par quelque chose de tellement plus sympathique. Enfin, il a quand même disparu. Mais dans les soubresauts de son agonie, qui sera la guerre de 14, il va commettre un épouvantable massacre, le génocide arménien. Donc vous voyez ici le cheminement de ces malheureux Arméniens. Il faut bien voir que ce génocide, il faut l'appeler tel quel, même si un certain nombre de pays ne l'ont pas encore reconnu comme génocide, ce qui est une infamie, eh bien ce génocide a été pensé, voulu, organisé. Sinon d'ailleurs ce ne serait pas un génocide. Quelquefois dans l'histoire, il y a eu des grands massacres qui ont eu lieu et qui n'étaient pas forcément prémédités. L'enchaînement de l'histoire, un chaos, une bataille qui se termine mal et puis des troupes indisciplinées, des chefs dépassés et on est parti pour un grand massacre. Mais bien souvent, d'ailleurs le plus souvent pour les grands massacres, eh bien c'est prévu, organisé, pensé, planifié. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le génocide arménien. Une sorte d'épuration ethnique, en quelque sorte. C'est-à-dire que en 1915, au moment où les Turcs comprennent que la guerre de 14 risque de mal se passer pour eux, au moment où l'Empire ottoman existe toujours, mais il est à l'agonie, ça va très mal. Et on se dit que, pour l'homme malade de l'Europe, comme l'appelaient des diplomates, que l'Empire ottoman vit ses dernières années. Et c'est le moment que vont choisir un certain nombre de ministres issus d'un mouvement qu'on appelait les jeunes Turcs. Et ces jeunes Turcs veulent à la fois mettre fin à l'Empire ottoman, qu'ils estiment décadent et dépassé, d'ailleurs c'est vrai qu'il était décadent et dépassé, et ils veulent, tout en poursuivant une purification ethnique bien organisée, ils veulent aussi faire une république qui serait laïque. Et donc, pour faire cette république laïque, dans un État unifié, dans un État homogène, il faut se débarrasser des chrétiens qui vivent, fort nombreux encore, qui vivent en Arménie, qui vivent en Turquie, au premier rang desquels, évidemment, les Arméniens, même s'il y avait également beaucoup de Grecs. Et donc, de tous les coins de Turquie, de ce qui est encore l'Empire ottoman, eh bien, des milliers et des milliers d'hommes, des centaines de milliers, plus d'1 million en réalité, vont devoir partir en laissant tout. Et ils vont finir, pour les rares survivants, parce que beaucoup mourront en route. Il y a des photos épouvantables qu'on voit, je vous les ai épargnées, je vous ai mis des photos douces, parce qu'il y en a qui sont vraiment affreuses. Certaines, des centaines de femmes crucifiées nues au long des chemins, des milliers d'hommes abattus, torturés, des enfants, des montagnes de cadavres d'enfants. C'est ça qui a été le génocide arménien. Et ils ont fini dans ce que sur cette carte est appelé Der Az-Zanir au sud, et c'est l'actuel Der Ez-Zor de Syrie. Je vous en ai parlé au moment de la conférence sur la Syrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette résistance héroïque sur l'Euphrate de la communauté chrétienne aidée par la communauté alaouite et par l'armée syrienne contre Daesh qui faisait le siège de Der Ez-Zor. Ils ont tenu 3 ans. 3 ans à 1 contre 10 avec un armement faible, uniquement par l'héroïsme de ses défenseurs. Et donc Der Ez-Zor doit nous parler à nous, chrétiens, au moins 2 fois dans l'histoire, par le génocide arménien et par l'héroïque résistance de la communauté chrétienne contre Daesh. Donc cette épuration ethnique faite par les jeunes Turcs va permettre, après la Première Guerre mondiale, et donc après la chute de l'Empire ottoman, va permettre à cet homme, Mustafa Kemal Atatürk, de devenir le patron incontesté de la nouvelle Turquie. Alors lui n'a pas été mêlé directement, bien qu'il fût issu des jeunes Turcs, n'a pas été mêlé directement au génocide. Ce sont d'autres, dont plusieurs d'ailleurs, ont été assassinés après par des Arméniens rescapés
ou la diaspora arménienne dans d'autres villes, un commando secret s'était formé et a pourchassé à travers toute l'Europe les responsables du génocide. Et certains se sont fait assassiner en Allemagne, puisque la Turquie était amie de l'Allemagne. Alors l'Allemagne avait accueilli les responsables du génocide. D'autres en Italie, ils avaient fui l'Allemagne parce que ça devenait dangereux avec ces commandos d'Arméniens. Et donc la plupart ont assassiné. Alors certains, évidemment, avaient beaucoup de... c'était des chrétiens. Et donc, ils avaient beaucoup de scrupules. Donc, ils allaient consulter les prêtres. C'est une vengeance, je n'ai pas le droit. Alors, il y a eu des débats théologiques et moraux terribles. Et puis, finalement, ils ont estimé que ce n'était pas une vengeance, mais c'était un acte de justice, puisqu'ils ne passeraient jamais devant un tribunal. Le débat reste ouvert. En attendant, Mustafa Kemal va moderniser la Turquie et lui redonner une certaine puissance. Il va aussi participer à la chasse aux derniers chrétiens. Il faut voir à ce moment-là qu'il y avait une région de Turquie qui s'appelait la Cilicie, qui se situe dans le prolongement de Chypre. Et cette région était totalement chrétienne. Et l'armée française était chargée, mais une petite armée française, hélas, était chargée de protéger les chrétiens de Cilicie. Il y a des officiers français qui ont raconté les périples de cette protection qui a malheureusement échoué. Et je me rappelle notamment d'un beau livre d'un capitaine français qui s'appelle La Passion de la Cilicie. Et donc, qui est très difficile à trouver, mais qui est très intéressant. Et donc, cette pauvre Cilicie va également subir une épuration ethnique et l'armée française, trop peu nombreuse, abandonnée comme il se doit par les puissances et par la France elle-même et par les autres puissances européennes, va devoir quitter la Cilicie. Et les malheureux derniers chrétiens de Cilicie vont suivre l'armée française pour se réfugier en Syrie ou au Liban. Et donc, les derniers Ciliciens, en quelque sorte, c'était des Arméniens et des Grecs pour la plupart, les derniers Arméniens, les derniers Grecs sont quasiment chassés de Turquie par ce Mustafa Kemal, qui devient donc le grand chef incontesté de la Turquie et qui va créer une Turquie laïque, mais violemment laïque, c'est-à-dire que les islamistes sont impitoyablement pourchassés, condamnés à mort, exécutés. Le voile est interdit. Et donc, tout au long des décennies qui suivent, c'est-à-dire les années 20 jusqu'aux années 70, vous avez cette Turquie laïque qui petit à petit se refait, en quelque sorte, une certaine puissance. Elle a une position géopolitique fondamentale. Et c'est pour ça qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle adhère à l'OTAN. Et donc, ça l'arrange bien d'adhérer à l'OTAN, parce que d'abord, ça lui donne accès à des armements extrêmement sophistiqués, et ça lui donne une protection définitive, puisque l'OTAN, par son traité, assiste tous ses membres qui seraient menacés. Ça a été une course au cours de ces années 50 d'adhésion de la Turquie à l'OTAN. Ça a été une course entre les Soviétiques et les Américains pour faire adhérer la Turquie. C'était pas fait qu'ils adhèrent à l'OTAN parce qu'ils avaient aussi des liens avec les Russes. Mais ils ont estimé que l'Union soviétique avait des exigences excessives, que c'était un allié moins fiable et que les Américains, la puissance militaire américaine et la puissance économique américaine qui évidemment surpassait celle de l'Union soviétique dans les années 50, était un gage de sécurité. Donc, ils ont adhéré à l'OTAN, tout en poursuivant leur politique de développement économique, de développement militaire, et dans une république tout à fait laïque. Leur premier fait d'armes, qui va les sortir un petit peu de leur isolement, dehors de cette adhésion de l'OTAN, ça va être Chypre. Chypre est une île de Méditerranée qui se trouve près de la Turquie, près du Liban, près d'Israël, à un endroit absolument stratégique. Tout au long, d'ailleurs, de l'histoire des croisades, Chypre a joué un rôle majeur. Richard Cœur de Lion avait pris Chypre, qui appartenait aux Byzantins, mais les Byzantins étaient toujours un petit peu réticents à aider les croisés. Enfin, ça dépendait des moments, ça dépendait des souverains. Enfin, c'était pas toujours un allié extrêmement fiable. Ils s'en sont bien mordus les doigts, mais il faut bien reconnaître que les croisés, les latins, nous non plus, ne vont pas toujours été très fiables avec les Byzantins, comme en témoigne la 4e croisade de 1204, où on a pris et pillé Constantinople, ce qui n'était pas glorieux pour une croisade. Bref, Chypre a toujours été un enjeu géopolitique majeur.
D'ailleurs, quand on voit une carte de la Méditerranée, on comprend qu'elle est extrêmement importante. Et donc, Chypre était devenue chrétienne. Elle avait été fait partie de l'Empire byzantin, puis des croisés. Et puis ensuite, elle avait appartenu aux Vénitiens. Enfin, elle était passée entre beaucoup de mains. Et puis un jour, elle a eu son indépendance. Et à Chypre, il y avait pas mal de Turcs. Il y avait une communauté turque très importante. Vous voyez sur cette carte à gauche les zones d'habitat et les villages turcs qui sont en rouge. Et donc les Turcs, tout en étant très minoritaires, vous le voyez, sont quand même disséminés sur toute l'île. Donc vous avez en jaune les zones plus mixtes, à majorité turque, et puis en bleu, majorité grecque, puisque les Chypriotes, en réalité, sont d'origine grecque. Quand on parle des Chypriotes, ce sont des Grecs d'origine, ethniquement, linguistiquement aussi d'ailleurs. Et donc, dans les années 70, a couru la rumeur que la communauté turque était menacée par le gouvernement chypriote qui voulait, en quelque sorte, unifier ethniquement et linguistiquement son île. C'était pas tout à fait faux, c'était pas tout à fait vrai non plus, c'était compliqué, comme souvent en géopolitique. Quoi qu'il en soit, les Turcs, sans prévenir personne, en juillet 1974, larguent des milliers de parachutistes sur Chypre et procèdent à une tentative de conquête de Chypre, soi-disant donc pour protéger leurs ressortissants, mais aussi pour essayer de mettre la main sur l'île. Et donc, il va y avoir une résistance acharnée des Chypriotes. Ils ont une toute petite armée, ces pauvres Chypriotes. Mais tous les jeunes vont s'engager spontanément, on va leur distribuer des fusils et ils vont se battre. Ils auront beaucoup de morts. Quand on va à Chypre, il y a des monuments aux morts partout, à la mémoire de ces jeunes Chypriotes qui sont morts pour ne pas devenir turcs. Et la communauté internationale, que fait-elle? Vous connaissez la réponse, rien. Donc les combats se poursuivent, et puis au bout d'un moment, quand même, la communauté internationale se réveille un tout petit peu et dit on va quand même pas laisser tout Chypre aux mains des Turcs. Et donc, à droite, vous avez le partage. La partie rouge au nord de Chypre devient turque, et la partie bleue au sud reste grecque. Donc vous avez des échanges de population qui se font, vous avez des Turcs obligés de quitter leur village, où certains vivaient depuis des siècles, et des Grecs obligés de quitter leur village, où certains également vivaient depuis des siècles, et doivent en quelque sorte être exilés dans leur propre pays. C'est une tragédie dont on ne parle pas beaucoup, et c'est bien dommage, parce que globalement la communauté internationale n'a pas reconnu cette annexion du nord de Chypre par la Turquie. Mais pour autant, tout en demandant à l'armée turque de faire preuve de retenue, comme on dit dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on ne fera rien, mais qu'il faut quand même pas massacrer tout le monde, eh bien, on a finalement avalisé cette occupation qui est une indignité. Quand on pense que Jacques Chirac, par exemple, pour pas le nommer, avait poussé énormément à l'adhésion de la Turquie en Europe, sans jamais aborder en préalable l'occupation chypriote. Sans jamais l'aborder, c'est pas tout à fait vrai, en l'abordant, mais juste comme ça, point 1, ce serait bien qu'un jour vous quittiez Chypre parce que vous n'êtes pas chez vous. Oui, ben on verra ça, bien sûr. Allez, avançons, point 2. C'est comme ça que ça se passait. Je me rappelle de Jacques Chirac un jour à la télévision qui avait fait très fort dans une émission. Le journaliste lui dit alors vraiment l'adhésion de la Turquie, 80 millions, une culture, une religion différente de la majorité de l'Europe, est-ce que c'est bien raisonnable? Et il avait dit oui, mais les Turcs, ce sont nos frères, c'est comme nous. Et il avait conclu par cette phrase extraordinaire, nous sommes tous des enfants de Byzance. Bah, moi, je veux bien être un enfant de Byzance, ça ne me dérange en rien. Sauf que Byzance, ils les ont massacrés, ils les ont tués, ils l'ont pris et ils l'ont transformé en mosquée. Alors, il ne faut pas exagérer. Et donc, de Byzance est devenu Istanbul et Sainte-Sophie est devenue une mosquée. Alors, aujourd'hui, c'est un musée, d'accord. Mais bon, dire nous sommes tous des enfants de Byzance, donc la Turquie doit adhérer alors que la Turquie est le massacreur des chrétiens de Turquie, c'était quand même extraordinaire. Alors, je reviens à mes moutons, c'est-à-dire Chypre. Et aujourd'hui, une petite pensée sur la carte de gauche, vous voyez tout à fait à l'est, au bord de la mer, Famagouste. Famagouste, c'est une forteresse absolument magnifique, construite par les chrétiens.
les croisés et puis les Vénitiens après. Et les Turcs, au XVIe siècle déjà, avaient fait le siège de Chypre, et ils avaient fait un siège terrible à Famagouste, où des milliers de chrétiens sont morts pour défendre Famagouste. Et finalement, en échange de la vie sauve de ces hommes, le capitaine vénitien s'était rendu. Et donc, le sultan turc avait dit « Je tiens ma parole, les chrétiens seront épargnés, mais toi, tu ne seras pas épargné. » Et il l'a écorché vif, il l'a fait écorcher vif au pied des remparts devant ces hommes pour lui apprendre à résister à l'Empire ottoman. Et donc, cette occupation de Chypre, le nord de l'occupation de Chypre, est aujourd'hui avalisée en toute illégalité. À Chypre, on n'a pas oublié cela. Vous voyez ce timbre pour les amateurs de timbre-poste, pour les philatélistes. La philatélie, c'est merveilleux pour les enfants, pour apprendre l'histoire et la géographie, je puis en témoigner. Eh bien, vous voyez ces barbelés qui surplombent la partie nord de Chypre, c'est un beau symbole, je trouve, et aujourd'hui, c'est dans l'indifférence générale que les Turcs continuent à occuper Chypre. Et ça n'est pas près de se terminer, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, après ce coup d'éclat des années 70, la Turquie sommeille un peu, elle discute pour entrer dans l'Europe, elle veut de l'argent surtout. Certains Européens sont tout de même réticents parce que l'écart de niveau de vie est tel. Alors, quand on est à Istanbul, ça ne se voit pas trop, parce que Istanbul est une ville moderne, même s'il y a des quartiers islamistes qui font frémir, entre parenthèses. Il faut sortir des sentiers battus, des circuits touristiques, se promener au pied des remparts byzantins, et vous tombez sur des quartiers où toutes les femmes sont voilées et où vous avez des quartiers purement islamistes. Alors quand on dit que Istanbul est totalement européanisé, ça n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, quand on va dans le centre de la Turquie, en Anatolie, la pauvreté y est telle qu'on se dit mais c'est une plaisanterie. On ne peut pas faire rentrer un pays pareil. 80 millions de musulmans en Europe, c'est tout de même invraisemblable. Alors, notre nouveau sultan, Erdogan, je l'appelle le nouveau sultan parce qu'il rêve de redonner à la Turquie sa puissance d'antan. Il rêve que l'Empire ottoman, que l'Empire turc soit en quelque sorte le successeur de l'Empire ottoman. C'est un homme qui est redoutable, non pas tant d'intelligence que ça, mais d'énergie et de conviction islamiste. Ses fautes multiples en Syrie montre qu'il n'est pas si habile que ça. Quand on constate l'énergie déployée pour finalement recueillir quelques lambeaux de ce petit pays qu'est la Syrie par rapport à ce qu'a fait la Russie en beaucoup moins de temps, les décisions stratégiques de Poutine et les décisions stratégiques de Erdogan, au point de vue de l'habileté, il n'y a pas photo, comme on dit. Mais tout de même, c'est un homme très opiniâtre, qui a une force de conviction très forte et très islamiste. C'est un islamiste, il faut appeler les choses par leur nom. Il est sympathisant d'une confrérie, qui est la confrérie des frères musulmans. Il faut dire un mot des frères musulmans. C'est une confrérie qui n'est pas très ancienne, qui a à peine quelques siècles, elle ne date pas du tout des origines de l'islam. Elle vient d'Égypte. Ce sont des musulmans égyptiens, à la fois intellectuels et à la fois islamistes. Enfin, le terme n'était pas encore employé, mais tout de même, c'était un petit peu ça l'objectif, qui se sont dit, l'islam est en pleine décadence. Vous savez, au XVIIe, XVIIIe, avec l'affaiblissement qui commençait de l'Empire ottoman, l'islam connaît une grande crise. Quand on lit des livres consacrés à l'islam au XIXe siècle, écrits au XIXe siècle, c'est très intéressant, parce que les auteurs, pourtant de doctes auteurs, se demandent si la religion musulmane ne va pas disparaître. Ils disent l'islam aujourd'hui est menacé de disparition. On lit ça dans les livres du XIXe siècle, c'est très intéressant de voir l'évolution de ce point de vue-là. Eh bien, ces frères musulmans égyptiens se disent l'islam est en pleine décadence, il faut lui redonner une force, et pour ça, pour lui redonner une force, il faut lui donner une assise politique. Ça, il y a un islam qu'on appelle quiétiste, qui se veut pieux et peu intéressé par la chose politique, mais les frères musulmans, en tout cas eux, mais pour beaucoup, les musulmans quiétistes, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, les frères musulmans d'Égypte, eux, leur objectif politique était très clair. Cette confrérie a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, elle compte des dizaines de millions d'adeptes dans le monde musulman et notamment au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En Égypte, en Turquie, et également au Qatar. Les dirigeants qataris, figurez-vous, sont des adeptes des frères musulmans. Et c'est pour ça
que la Turquie et le Qatar ont de très bonnes relations. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 2 ans, il y avait eu une crise diplomatique qui a failli devenir militaire entre l'Arabie saoudite et le Qatar. De loin, on pouvait se dire, c'est curieux, ces 2 pays islamistes qui menacent de se faire la guerre, et l'Arabie saoudite était tellement énervée par le Qatar qu'elle a organisé un blocus économique complet, c'est pas compliqué, c'est tout petit le Qatar. Alors organiser un blocus, c'était vraiment facile. Et donc on a organisé un blocus sur le Qatar complet, et donc on s'est dit, mais comment ça se fait? 2 pays islamistes, mais tout simplement, les Saoudiens sont des wahhabites qui détestent les frères musulmans, et les Qataris sont proches des frères musulmans qui détestent les wahhabites. Pourtant, sur le fond, je vous assure qu'il n'y a pas grande différence. Les 2 rêvent de dictature islamiste. Et donc, Erdogan est venu au secours du Qatar et a fait rompre le blocus de l'Arabie saoudite contre le Qatar en envoyant des armes et des avions pour ravitailler le Qatar. Le crime reproché au Qatar était un crime un peu imaginaire. C'est tout simplement qu'ils ont une nappe de gaz commune avec l'Iran et qui parlent avec l'Iran pour exploiter la nappe de gaz. Et donc, ça a beaucoup agacé les Saoudiens qui détestent les Iraniens. Vous voyez, l'enchevêtrement de la géopolitique, c'est une merveille, ce sont des poupées russes, bien souvent. Vous en enlevez une, vous en avez une autre derrière, et là, vous dites, ah bon, Turquie, Qatar, et puis l'Égypte aussi. L'Égypte joue un rôle important en la matière, parce que vous savez aujourd'hui que c'est un général musulman, mais laïque, un maréchal même, musulman mais laïque qui dirige l'Égypte, qui s'appelle Sisi, le maréchal Sisi, et qui, par son coup d'État militaire, a mis fin à un pouvoir islamiste, celui de Mohamed Morsi, et qui lui aussi était proche des frères musulmans. Et c'est pour ça que les Saoudiens étaient ravis de cette fin des frères musulmans en Égypte et ont soutenu le coup d'État laïque militaire contre d'autres islamistes. C'était d'une merveilleuse complexité et ça explique pourquoi l'Arabie saoudite soutient massivement l'économie de l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays ruiné. Et donc, le fait d'être anti-frères musulmans est pour l'Arabie saoudite une bonne raison d'aider les Égyptiens. Je vous avais dit lors de la première conférence qu'une des clés de lecture fondamentales, c'était la division dans le monde musulman entre chiites et sunnites. Bon, ça reste vrai, c'est fondamental, c'est le point numéro 1. Et on avait vu aussi une deuxième clé de lecture, qui était une clé de lecture ethnique, entre Turcs, Arabes, Perses, Kurdes. Ça aide à comprendre, c'est pas fondamental, mais ça aide quand même à comprendre. Eh bien, cette 3e clé de lecture que je viens de vous détailler, frères musulmans ou pas frères musulmans, c'est important aussi. Il faut savoir qui est frère musulman et qui n'est pas frère musulman. C'est d'ailleurs un petit peu plus compliqué à savoir, bien souvent, parce que c'était un mouvement clandestin au départ. En tout cas, Erdogan, lui, est clairement un frère musulman. Quand il part avec sa femme en voyage diplomatique de par le monde, sa femme est toujours couverte d'un foulard, ce qui n'est pas le cas de la plupart des dirigeants musulmans de la région. La Jordanie, par exemple, est un pays musulman sunnite très convaincu. Le roi de Jordanie est un musulman sunnite. Je n'ai jamais vu sa femme avec un foulard. Donc Erdogan veut redonner à la Turquie sa puissance d'antan. Son premier problème, il faut bien l'avoir en tête, c'est le problème kurde. Pourquoi il faut bien l'avoir en tête? Parce que ça joue beaucoup dans les équilibres et les déséquilibres de la région. Vous avez là la population kurde qui est donc répartie sur 4 pays principaux. Vous avez d'abord la Turquie, c'est là où ils sont les plus nombreux. Vous avez en Syrie, vous remarquez d'ailleurs à cette occasion que ce sont des toutes petites portions du territoire. On parle souvent des Kurdes de Syrie. On parle souvent du droit pour les Kurdes à avoir un territoire autonome en Syrie. Ils en rêvent. Mais en réalité, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ça a toujours été une minorité qui est consistante, certes, mais vous voyez par rapport à leur densité en Turquie, ça n'a rien à voir. Après, à l'est de la Syrie, vous avez l'Irak, où là, ils sont nombreux, mais aux confins de l'Irak, sauf la partie qui est encadrée maintenant par un trait où vous voyez Erbil au milieu. Eh bien, c'est le nouveau Kurdistan irakien. C'est-à-dire que profitant de la guerre,
et de l'incapacité de l'Irak, on le verra la semaine prochaine, l'Irak, eh bien, ils ont acquis une autonomie par les armes, et l'armée irakienne, qui déjà avait de la peine à défendre Bagdad contre l'État islamique, vous pensez bien qu'elle était encore moins capable de monter dans le nord, empêcher les Kurdes d'acquérir une autonomie. Ils aimeraient bien proclamer leur indépendance, mais les grandes puissances ont dit non, pas d'indépendance, ça va être trop compliqué. Les Kurdes du nord de l'Irak répondent, après tout, le Kosovo a proclamé son indépendance dans les Balkans et vous l'avez aidé. Vous avez aidé ce pays musulman à acquérir son indépendance en bombardant les Serbes. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence d'ailleurs, le Kosovo. Eh bien, malgré ça, les plus grandes puissances ont dit non. Un pays kurde, un nouveau pays à cet endroit-là, peuplé majoritairement de Kurdes, c'est de la dynamite. Et ils ont raison. Ils ont d'autant plus raison que si les Kurdes n'ont pas eu de pays, c'est en partie à cause de leur propre division. Figurez-vous que juste à côté d'Erbil, juste en dessous, vous voyez la ville de Kirkouk. C'est pas n'importe quoi Kirkouk. C'est là où il y a le pétrole. C'est là où il y a le plus de pétrole en Irak. Donc c'est stratégique, Kirkouk. Et pourquoi Kirkouk n'est pas dans le Kurdistan irakien alors que la population kurde y est très importante? Eh bien parce que autour d'Erbil, c'était une faction kurde et à Kirkouk, une autre faction kurde. Et comme la faction kurde qui gardait Kirkouk savait qu'elle serait minoritaire dans ce nouveau Kurdistan irakien, elle a appelé l'armée irakienne pour dire « Attention, il y a l'autre faction qui arrive d'Erbil pour prendre Kirkouk, venez nous aider à les repousser. » Vous voyez jusqu'où ça va? C'est-à-dire que une partie, ça représente un bon tiers quand même, c'est pas n'importe quoi. Une partie des Kurdes armés ont appelé l'armée irakienne, chiite et sunnite, pas du tout kurde, au secours contre d'autres Kurdes. Donc quand on en est à ce niveau de division, on ne peut évidemment pas prétendre à créer un pays. En attendant, ils sont fort nombreux là, et ainsi qu'en Iran. Donc, en Syrie, très peu, et en Turquie, très nombreux. Et en Turquie, ça fait des décennies que nous avons une guérilla extrêmement violente des Kurdes, dans un pays extrêmement montagneux, très difficile à tenir, et donc l'armée turque a beau procéder régulièrement à des exactions épouvantables, à des emprisonnements réguliers, eh bien, ils ont beaucoup de mal à tenir cette guérilla du PPK. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils s'opposent, et c'est tout leur problème kurde, à un Kurdistan ne serait-ce qu'autonome dans le nord de la Syrie, parce que ça pourrait servir de refuge à toute la guérilla kurde du sud et de l'est de la Turquie. Et donc, régulièrement, et encore la semaine dernière, vous avez l'armée turque qui déboule dans une petite ville kurde, où forcément toutes les autorités municipales sont kurdes, parce qu'il n'y a que des Kurdes. Donc toutes les listes sont kurdes, elles se font une gentille. Bien, vous avez un maire kurde. Eh bien, vous avez des centaines de maires kurdes aujourd'hui en prison. L'armée turque arrive, arrête le maire, il est jugé, condamné pour terrorisme ou incitation au terrorisme ou soutien au terrorisme, et mis en prison pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Quand on parle des droits de l'homme dans tel ou tel pays, je suis frappé quand même de l'omerta qui règne, on en parle un peu bien sûr, mais qui règne sur la Turquie. On n'en parle pas assez. On ne rappelle pas qu'il y a des centaines de maires kurdes aujourd'hui en prison en toute illégalité, sans parler des très nombreux intellectuels, journalistes, hommes politiques qui se sont opposés au sultan. C'est un tyran, c'est clairement un tyran. Et donc la puissance de la Turquie, avec ses 80 millions d'habitants, avec son armée extrêmement forte, même si la Turquie est en crise économique importante, elle consacre un argent considérable à son armée. Et si elle bénéficie d'une mansuétude aussi forte, c'est parce qu'en Turquie, il y a une base énorme de l'OTAN. Et cette base de l'OTAN est pour les Américains absolument vitale. C'est de là très souvent qu'ils partent pour intervenir en Syrie, en Irak, pour aller aider l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour approvisionner leur base le long du Golfe Persique. Donc cette grande base de l'OTAN qui se situe à l'ouest de la Turquie, eh bien, joue un rôle extrêmement important sur le plan stratégique. Alors quand on est aussi important géopolitiquement,
il est bien évident qu'on bénéficie d'une certaine mansuétude. En attendant, il faut bien avoir en tête que le problème kurde obsède Erdogan. Un grand événement s'est passé en 2016. En 2016, le 15 juillet au soir, vous avez un putsch militaire qui se déclenche. Et ce putsch militaire est un putsch laïque, figurez-vous. La dérive islamiste d'Erdogan commençait à en lasser plus d'un. Et c'est au nom de l'héritage laïque de Mustafa Kemal Atatürk que nous avons vu, au nom des jeunes Turcs, au nom de tout ce mouvement génocidaire, mais laïque, qu'une partie de l'armée s'est révoltée, aidée par de nombreux intellectuels, de nombreux hommes politiques, halte à la dérive islamiste d'Erdogan. Et donc, dans un premier temps, ce coup d'État semble réussir, puisqu'une partie de l'aviation turque passe aux mains des putschistes et bombarde d'autres coins tenus par une partie de l'armée fidèle à Erdogan. Au début, Erdogan ne comprend pas ce qui se passe. Dans un premier temps, il n'a pas d'informations. Et pour lui, s'il y a des avions qui volent, c'est des exercices, il n'est pas informé, il n'est pas au courant. Et pourquoi il n'est pas au courant? Parce qu'une partie de son information a été coupée. Et c'est finalement, figurez-vous, surprise, Poutine, qui passe un coup de fil à Erdogan le 15 juillet au soir et qui le prévient du putsch en cours. Parce que les Russes ont des grandes oreilles partout. Et ils le savaient. Alors vous me direz, si les Russes ont des grandes oreilles, les Américains aussi. Bien sûr, les Américains en savaient tout autant. Simplement, eux n'ont pas alerté Erdogan. Ils se sont dit, au fond, il est quand même un peu compliqué à gérer, cet Erdogan. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne le contrôle pas, c'est très désagréable. Donc, on va laisser faire ce putsch qui manifestement a des chances de réussir. Et ça n'est pas le calcul de Poutine. Poutine se dit, État laïque ou pas État laïque, de toute façon, la Turquie est une grande puissance avec laquelle je dois composer pour réussir ma réintroduction au Proche-Orient, et le fait de sauver Erdogan va me permettre de me rapprocher de lui et de pouvoir mieux gérer mon implantation au Proche-Orient. C'est un peu cynique, peut-être, parce que moi, personnellement, par sentiment, j'aurais bien aimé qu'Erdogan saute dans l'histoire, parce qu'il est vraiment extrêmement antipathique, puis il est islamiste. Et même si les descendants des jeunes Turcs n'ont guère ma sympathie, j'aurais bien aimé qu'Erdogan saute dans l'histoire. Mais l'histoire est plus compliquée que ça, et Poutine a estimé, même si c'est un petit peu cynique, que lui, géostratégiquement, il avait intérêt, non seulement au maintien d'Erdogan, mais surtout, vous voyez bien la nuance, le fait que ce soit lui qui l'ait prévenu. La riposte est foudroyante et la répression terrible. Et donc, les chars et les avions de l'armée fidèles à Erdogan, qui jusque-là ne bougeaient pas beaucoup, se demandant, mais Erdogan ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est un peu comme l'attentat, vous savez, du 20 juillet 1944 de von Stauffenberg contre Hitler. Quand on croit qu'Hitler est mort, eh bien, l'armée allemande ne bouge pas. Et puis, quand on réalise qu'il est vivant, à ce moment-là, tout le monde s'agite pour sauver sa peau. C'est exactement ce qui se passe dans ce putsch, à une échelle plus petite, mais tout de même. Eh bien, vous avez des centaines, des milliers d'arrestations, bien mises en scène. Vous voyez, là, il y a toutes les caméras, tous les photographes du monde, avec derrière des manifestants agitant des drapeaux turcs. Et donc, tous ces putschistes, évidemment, vous doutez qu'ils sont toujours à l'ombre aujourd'hui. Il y a eu de très nombreuses condamnations à mort. Les Américains ont obtenu qu'elles ne soient pas exécutées. Et donc, Erdogan, de temps en temps, aime bien dire, attention, sinon je vais en exécuter quelques-uns. Et donc, il joue sur ce chantage permanent. C'est un maître en chantage, on le sait, avec l'immigration, où l'Europe l'a couvert de milliards d'euros pour qu'il n'ouvre pas les vannes de l'immigration. Et quand il estime que le paiement est en retard, il ouvre les vannes de l'immigration. On a vu l'épisode il y a quelques semaines où ce sont les gardes-côtes grecs, les gardes-frontières grecs qui ont bloqué les milliers de Syriens, d'Afghans, de Pakistanais, de Somaliens emmenés en car depuis plusieurs coins de la Turquie pour faire pression sur les Européens sur la frontière grecque. Donc, le maître en chantage a emprisonné tous ces braves gens et menace de les exécuter à tout moment. Et la répression terrible qui s'est abattue sur la Turquie va creuser un petit peu plus le
fossé avec les Américains. Parce que les Américains sont toujours partagés entre s'allier avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et d'autolibrisme qu'à partir du moment où il est allié avec lui ou qu'il discute avec lui, il ne lui parle pas de sa politique intérieure. Alors les Américains, pour réagir contre cette implantation russe au Proche-Orient et pour aider les Kurdes et pour embêter les Turcs, parce qu'il estime que Erdogan va un peu trop loin, va dire aux Kurdes, écoutez, proclamez votre indépendance dans ce qu'on appelle le Rojava, vous voyez là, même si vous n'êtes pas majoritaire partout, parce que ce Rojava, qui est donc censé être le pays kurde, on pourrait penser de loin que la population kurde y est majoritaire, mais point du tout. Point du tout. Cette occupation, c'est une occupation kurde du Rojava, parce que autant au nord, le long de la frontière, il y a beaucoup de Kurdes, autant plus vous descendez, plus vous suivez l'Euphrate, mais il n'y a plus un seul Kurde. Et donc les Kurdes, par leur occupation désagréable, agressive, contre les populations arabes et pas du tout kurdes, ont finalement favorisé la progression de l'État islamique dans la région. Parce que pour se libérer des Kurdes, les populations arabes, à un moment donné où l'armée syrienne était totalement absente, se sont jetées dans les bras de l'État islamique en disant « délivrez-nous des Kurdes, vous au moins, vous êtes comme nous, des Arabes ». Donc c'est une vue complètement artificielle, ce Rojava kurde. Et donc les Américains rêvaient d'un Kurdistan et on dit aux Kurdes « vous allez nous aider à combattre l'État islamique et nous on va vous protéger de la Turquie ». L'État islamique a été vaincu, provisoirement, parce qu'il renaît de ses cendres assez régulièrement en Syrie et surtout en Irak. Donc on n'a pas fini d'en reparler de l'État islamique. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, il est vaincu, il finit le dernier bastion, vous avez tout en bas de l'Euphrate à la frontière irakienne, et les Américains disent aux Kurdes, nous vous protégerons pour vous remercier de cette participation. Ce qu'ils ne vont pas faire, vous savez ce que je pense des promesses américaines faites à leurs alliés. Et donc, un beau jour, Donald Trump, qui n'aime pas la présence américaine au Proche-Orient, poursuivant cela la politique de Barack Obama, c'est une rupture géopolitique américaine, mais ça n'est pas une rupture si forte que ça entre Trump et Obama. J'entendais encore ce matin un journaliste à la radio, journaliste vraiment inculte, pardon pour le pléonasme, mais qui disait c'est une rupture totale dans l'organisation des relations internationales par Trump par rapport à Obama. Ce n'est pas si vrai. C'est un peu vrai. C'est sûr que Obama aurait jamais quitté l'accord nucléaire avec l'Iran, dont on a parlé la semaine dernière, et qu'il n'aurait pas laissé tomber l'UNESCO, et il n'aurait pas tourné le dos au multilatéralisme de façon aussi forte. Mais il ne faut pas croire non plus qu'il était pour la présence américaine au Proche-Orient. Il a refusé lui aussi d'intervenir en Syrie malgré une pression internationale majeure, et d'une façon générale, il considérait que la présence américaine au Proche-Orient ne rimait à rien en dehors de la protection de l'État d'Israël. Et donc les Américains annoncent leur départ et disent aux Turcs, vous pouvez y aller. Je vous assure, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, vous voyez les petites flèches rouges en haut, les Turcs entrent en Syrie, envahissent la Syrie. Erdogan saisit l'occasion du retrait américain, fait pour lui faire plaisir, et puis ça correspondait aussi à la stratégie de Trump, et occupe et chasse les Kurdes, au terme de combats assez sanglants, parce qu'en première ligne, ce n'étaient pas les soldats kurdes, ce n'étaient pas les soldats turcs contre les Kurdes. Il ne faut pas que je me mélange entre Turcs et Kurdes. Ce n'étaient pas les soldats turcs qui étaient au premier rang, mais des islamistes syriens, figurez-vous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'armée syrienne a reconquis son territoire, vous avez des milliers et des milliers d'islamistes syriens qui sont remontés vers le nord et qui ont demandé protection de la Turquie. Et la Turquie s'est empressée de leur donner protection, d'autant que souvent c'était des milices armées et payées par elle. Et donc, ils n'avaient pas le choix, ces islamistes syriens payés et armés par la Turquie. S'ils voulaient avoir une chance de survivre, ils sont devenus les supplétifs de l'armée turque. Et ce sont eux qui se sont livrés à des exactions épouvantables dans le nord de la Syrie, au moment où les Kurdes, lâchés par les Américains, doivent se replier. Entre parenthèses, et c'est bien triste, vous avez beaucoup de chrétiens qui ont subi à ce moment-là des exactions parce qu'il restait des communautés chrétiennes importantes et elles se sont réfugiées
dans la petite ville que vous voyez à l'est, qui s'appelle Asake, juste sous le mot Rojava. Asake, c'est là où il y a une communauté chrétienne importante. Et donc, elle est juste en dessous de la limite de l'occupation turque. Alors, cette occupation turque aurait pu être beaucoup plus vaste, parce que l'armée turque, là, n'avait pas beaucoup de résistance. Les Kurdes, au fond, ça n'est quand même pas grand-chose quand il n'y a pas le parapluie américain, et il n'y avait plus le parapluie américain. Et pourtant, les Turcs ne sont pas parvenus à occuper l'intégralité du nord de la Syrie. Vous voyez, ils ont déjà, si on part de gauche à droite, donc d'ouest en est, ils ont déjà Afrin, Al-Bab, Manbij, Kobané, là où il y a eu des grands combats entre l'État islamique et les Kurdes il y a quelques années. Et si vous poursuivez, vous avez une rupture entre Kobané d'un côté, puis plus tard, plus loin, Ras al-Aïn, et plus loin, Darbassilye. Et les Turcs ne sont pas parvenus à occuper en continu cette zone, dont ils espéraient faire une zone annexée, où ils pourraient renvoyer les 3 millions de réfugiés syriens qu'ils ont sur leur sol. C'était ça le plan. C'est-à-dire, on reconquiert le nord de la Syrie, sous prétexte de lutter contre le terrorisme kurde, et en même temps, on réinstalle 3 millions d'Arabes sunnites syriens à la place des Kurdes, des chrétiens et des Syriens non islamistes finalement, parce que quand même avoir en tête que la plupart des réfugiés sont des islamistes. Eh bien, ce sont les Russes qui vont empêcher Erdogan d'avoir la totalité. Les Russes vont d'une part montrer leur aviation, montrer un peu les dents, et Poutine va parler avec Erdogan. Et Erdogan écoute Poutine. D'abord, il lui doit la vie, d'une certaine façon, et on se dit que peut-être, après tout, Poutine avait éventuellement raison de le sauver, je ne sais pas, l'histoire jugera. Mais en attendant, si la Turquie n'occupe pas la totalité, c'est parce que Poutine le lui a interdit. Poutine ne voulait pas d'une zone autonome au nord. Sa politique, rappelée encore récemment par le porte-parole du Kremlin, c'est de dire la Syrie doit reconquérir l'intégralité de son territoire. Donc les Kurdes ont été lâchés par les Américains, feu vert pour les Turcs pour envahir le nord, et veto russe pour une occupation complète du nord de la Syrie. Vous connaissez maintenant ma théorie. Ce sont souvent des sujets qui accompagnent les conflits, qui ne les créent plus à mon avis, mais qui en tout cas les accompagnent et qui jouent toujours un rôle important. On a découvert en mer Méditerranée, c'est une découverte assez récente, des gisements gaziers considérables. Et donc, vous voyez là, en face d'Israël, vous avez le bassin levantin. Et là, vous avez des gisements considérables qui intéressent beaucoup Israël, bien sûr, juste au-dessus, le Liban, évidemment, surtout que le Liban est ruiné, comme vous le savez, et donc ce serait pas mal d'avoir une petite manne gazière. Au-dessus, la Syrie, qui n'est pas tout à fait en état d'exploiter quoi que ce soit, mais enfin, une partie lui appartient. Et puis Chypre. C'est pour ça, quand je vous disais que la Turquie n'est pas prête de lâcher Chypre, c'est un endroit stratégique. En fait, vous avez en ce moment, tout autour de Chypre, à la des bateaux pétroliers qui font de l'extraction pétrolière, avec lesquels des grands groupes internationaux, Total, l'ENI pour les qui font discuter là tous, pourtant ils ne sont pas amis, hein. Le Liban et Israël, je vous rappelle, ils sont toujours en guerre officiellement. Eh bien, pour discuter du gaz, ça, ils savent se réunir et discuter, c'est de faire partir un grand gazoduc qui longerait Chypre, puis qui irait appartient à la Grèce, ça remonte en Grèce et après, ça peut aller en Italie, ça va dans les Balkans, et donc ça vient d'une part concurrencer directement ce que vous voyez en haut dans la mer Noire, le Turkish Stream, c'est-à-dire
le gaz qui vient de Russie et qui passe par la Turquie, autre raison pour laquelle la Russie et la Turquie sont obligés d'entretenir de bonnes relations, parce qu'ils ont des accords gaziers et pétroliers tout à fait considérables. Et donc, ce projet qu'on appelle EastMed, vous pensez bien que ça va révolutionner l'approvisionnement en gaz de toute l'Europe. Et donc, les Turcs veulent avoir là-dessus leur part de gâteau, et c'est pour ça qu'ils mènent une espèce de guérilla quotidienne dont on parle là aussi très peu. Quand on y pense, vous imaginez un navire libanais ou syrien qui irait plus ou moins attaquer, ils n'ont pas tiré, mais plus ou moins attaquer un bateau civil italien pour l'empêcher d'extraire du gaz. Vous imaginez le scandale. Immédiatement, tout le monde leur tomberait dessus. Ils auraient 10 bombardiers au-dessus d'eux et disant dépêchez-vous, vous avez 30 secondes pour partir. Mais ce sont les Turcs. Et on n'ose rien dire aux Turcs. C'est bien ça, le drame. Et alors, Erdogan avance ses pions en Méditerranée. Dans 15 jours, on parlera de la Libye plus longuement, parce que la Libye est devenue un sujet fondamental et passionnant. Eh bien, Erdogan, que vous voyez à droite, a passé une alliance avec un des deux dirigeants libyens. Je vous parle de deux dirigeants parce que la Libye est coupée en deux. Ils se font la guerre. À gauche, là, vous avez Sarraj, celui qui est à Tripoli, la capitale, et qui est reconnu par la communauté internationale. Et de l'autre côté, vous avez le maréchal Haftar, mais on y reviendra plus longuement dans 15 jours. En attendant, Erdogan a passé un accord avec le plus islamiste des deux, c'est d'ailleurs pour ça que la communauté internationale le soutient, et a passé un accord avec lui pour, d'une part, le défendre, et d'autre part, passer un accord gazier. Et ils ont inventé quelque chose d'assez extraordinaire, qui dans le genre de piraterie de matières premières est exceptionnel. Ils ont créé, en toute illégalité, bien sûr, vous voyez cette bande jaune qui part de la Libye et qui remonte jusqu'en Turquie. Ils ont créé cette zone, une zone maritime commune, pour exploiter le gaz ou tout passage de gaz qui coupe en fait la Méditerranée en deux. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que c'est pas leur zone. Alors, bien sûr, une partie minoritaire est la zone turque. Une partie est la zone libyenne, mais le reste pas du tout. À gauche, juste à gauche, vous avez la Crète. La Crète, ça appartient à la Grèce, et donc elle a droit à des eaux territoriales. Et donc, une partie de ce gaz lui appartient. Et plus haut, vous avez d'autres îles qui sont toutes grecques. Vous avez Rhodes, notamment celle qui est moyennement grosse tout en haut. Eh bien, toutes ces îles qui appartiennent à la Grèce, la Turquie et la Libye l'ont rayé d'un trait de plume. C'est-à-dire, ça nous est complètement égal. Tout ce qu'il y aura là nous appartiendra. Ce sont nos eaux territoriales que nous partageons, Turquie et Libye. Alors évidemment, il y a des limites à tout, et donc la communauté internationale a levé les bras au ciel en disant « mais vous n'y pensez pas, on ne lâchera pas les Grecs ». Je ne sais pas si on les lâchera pas un jour ou l'autre, mais enfin, en tout cas, vous avez du coup dans cette zone de la Méditerranée un nombre de navires militaires au mètre carré spectaculaire. Il y a tout le monde. Tout le monde se retrouve là, c'est une sorte de poudrière. D'ailleurs, comme il y a tout le monde, il est peu probable finalement qu'un conflit n'éclate, mais vous voyez quand même la dangerosité de la situation, c'est-à-dire que toutes les marines grecques, américaines, européennes, turques, françaises évidemment, égyptiennes, libyennes, patrouillent dans le secteur, chacun surveillant l'autre et chacun s'intéressant au gaz. Et donc, c'est toute la stratégie d'Erdogan. C'est-à-dire, et c'est là où est son habileté, même si je ne considère pas que ce soit un immense stratège, ce qui est important chez lui, c'est sa volonté sans faille de progresser. Il faut que la Turquie rejoue un rôle majeur. En fait, son rêve, c'est que ce soit un nouvel empire ottoman, d'une autre manière qu'avant, c'est-à-dire qu'il ne va pas conquérir territorialement l'ensemble de la Syrie, le Liban, encore moins la Palestine, puisqu'Israël s'y trouve, la Jordanie, l'Irak, non, ils ne vont pas faire comme ça. Mais on peut le faire de façon stratégique. C'est pour ça qu'Erdogan, depuis le début de la guerre en Syrie, a soutenu massivement les islamistes syriens. C'est pour ça aussi que, à partir de 2013-2014, surtout quand il y a eu la proclamation de l'État islamique en Syrie par Baghdadi, eh bien, vous avez des centaines de milliers
de djihadistes qui sont venus du monde entier, près d'une centaine de nationalités représentées. Eh bien, ces centaines de milliers d'islamistes sont passés par la Turquie. C'était open bar, si vous me permettez, je ne devrais pas dire des anglicismes, c'est pas bien. Enfin, c'était frontière ouverte pour tous les islamistes. Et donc, Erdogan a joué ce jeu de l'islamisme en Syrie et qui a échoué. Et il a échoué à cause de l'homme que vous voyez à gauche, à cause de Poutine. Parce que dans un premier temps, rappelez-vous, les services secrets occidentaux ont soutenu cette politique en disant le méchant absolu, c'est Bachar, et donc il faut que Bachar tombe et on va trouver une solution démocratique alternative, crédible. Il n'y avait pas de solution démocratique alternative crédible. Crédible ou pas d'ailleurs, il n'y avait pas du tout de solution démocratique. Donc, si les islamistes avaient gagné, ce serait aujourd'hui un État islamiste en Syrie. Et Erdogan serait bien content parce que ça aurait réussi. Et ça n'a pas réussi, bien malgré les Américains, bien malgré les Occidentaux, et grâce aux Russes. Bon. Donc en Syrie, ça n'a pas marché. Mais ils regardent l'ensemble de leurs anciennes colonies, d'où l'intérêt pour la Libye. Parce que si la Libye a été italienne, c'est pour ça que les Italiens sont toujours très présents dans la région, mais ils n'ont pas les moyens militaires de peser, ni économiques, de peser suffisamment. Mais l'Empire ottoman s'est étendu en Libye. Et donc, ils considèrent, là, eux, ils n'ont il n'y a pas le sanglot de l'homme blanc sur leurs anciennes colonies. Ils n'ont aucun scrupule à mettre ça en avant pour dire mais on a des liens ancestraux avec les Libyens. Et donc petit à petit, l'idée d'Erdogan, c'est d'avancer ses pions dans tout l'ancien empire ottoman. C'est pour ça aussi, n'oubliez pas les Balkans, qu'il a massivement soutenu l'armée bosniaque contre l'armée serbe et que de très nombreux imams turcs sont venus en Bosnie pour islamiser les Bosniaques, qui n'étaient plus tellement islamistes. Dans les Balkans, l'islam des Bosniaques, c'était un islam culturel. Ils buvaient tous du vin et les femmes n'étaient pas voilées. Et encore maintenant, d'ailleurs, ça prend moyennement. Mais par contre, ils ont réussi à créer des milices islamistes qui, comme d'habitude, se sont signalées par des exactions épouvantables. Et donc, l'idée d'Erdogan, de par sa formation de frères musulmans, n'oublions pas ça, eh bien, c'est d'islamiser et donc de soutenir les dirigeants islamistes qui lui permettront de jouer un rôle géopolitique majeur à nouveau. Simplement, il a Poutine sur sa route, et heureusement. Et alors quand Poutine le bloque trop, ce qui a été le cas dans le nord-ouest de la Syrie, vous savez, la province d'Idleb, qui petit à petit est reconquise par l'armée syrienne avec l'aide de l'aviation russe. Il fait ça par saut de puce, comme un jeu d'échecs. Vous savez que comme tous les Russes, il adore les échecs. Et donc de temps en temps, il avance des pions, puis il s'arrête, puis il discute avec Erdogan, qui au début hurle, puis qui après se calme. Et donc, Erdogan essaye d'être aussi habile que Poutine, et il essaye de jouer sur les deux tableaux. Il joue d'ailleurs sur les deux tableaux. Et alors figurez-vous que ça marche un peu avec Trump, un peu seulement, mais Trump n'est pas né de la dernière pluie, et puis dans le genre tempérament qui sait résister, là aussi Erdogan sait à qui parler, comme Poutine. C'est donc avec l'Europe. Et quand je dis Erdogan joue sur ces deux tableaux, il n'est pas toujours gagnant, eh bien il y en a un troisième. Il y en a un troisième, c'est l'Europe. C'est-à-dire que Erdogan, comme je vous le disais tout à l'heure, a une arme de destruction massive avec ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage moderne les migrants. C'est-à-dire que la Turquie est devenue le réceptacle, depuis que la Méditerranée est davantage surveillée qu'avant, est devenue le réceptacle de millions de candidats à l'arrivée en Europe. Et donc on dit souvent, bah oui, c'est les Syriens et les Irakiens qui fuient la guerre. Mais non, il y a beaucoup plus d'Afghans que de Syriens ou d'Irakiens. Et puis vous vous retrouvez avec des Subsahariens, avec des Somaliens, avec des Soudanais. Et donc, tout ce petit monde très islamisé, il faut bien avoir ça en tête. J'aime bien de temps en temps, vous avez un reportage à la télévision où on vous montre un réfugié chrétien à Paris, à Londres ou à Berlin qui dit, bah oui, moi aussi, je suis passé par les Balkans avec ma femme et 2 enfants. Oui, ils ont réussi à en trouver quelques-uns, c'est vrai, mais c'est cela qu'on met en avant. Le fond de l'affaire, c'est que ce sont des islamistes pour la plupart. Et on a laissé rentrer chez nous, par la Turquie, des centaines de milliers d'islamistes. C'est le fameux, des millions même, c'est le fameux cri de guerre d'Angela Merkel, nous y arriverons. Oui, elle arrivera à islamiser l'Europe.
et les terribles incidents de Cologne un soir du Nouvel An ont ouvert les yeux aux Allemands quand vous avez eu des centaines, des milliers d'agressions sexuelles sur des Allemandes qui ne faisaient que célébrer le 31 dans les rues de Cologne. C'était devenu un enfer. J'ai lu des récits détaillés de ça. C'est hallucinant. Des témoignages d'Allemandes, notamment, je me rappelle d'un en particulier, 3 jeunes Allemandes de 20 ans habillées parfaitement normalement qui descendaient d'un train de banlieue pour aller juste autour sur la grande place de Cologne, près de la cathédrale, une des plus belles cathédrales d'Europe, c'est terrible. Et elles ont dit, on n'a même pas pu descendre sur le quai, c'était une marée d'hommes seuls et qui nous ont encerclés. Et donc, il y a eu des centaines de viols ce soir-là, et pas que des viols, aussi de très nombreuses agressions sexuelles. Et donc, cette folie européenne, c'est la conséquence directe du chantage d'Erdogan et de l'organisation, de ce point de vue-là, parfaite d'Erdogan, qui joue sur les peurs de l'Europe, sur sa lâcheté surtout. Donc, l'Europe a peur d'Erdogan, elle a bien tort, parce que Poutine et Trump, quand ils veulent dire zut à Erdogan, ils disent zut à Erdogan. Et l'Europe, jamais. Donc, on donne des milliards, il faut bien savoir ça, hein, sur nos impôts, on donne des milliards à Erdogan pour ne pas qu'il nous envoie ces migrants, pour qu'il les garde chez lui. Je peux vous dire que Poutine et Trump n'ont pas donné beaucoup d'argent à Erdogan, ou alors très ponctuellement avec une arrière-pensée stratégique bien précise. Et c'est en ça que Erdogan continue à progresser et va sans doute continuer à progresser grâce à la faiblesse de l'Europe. La lâcheté de l'Europe est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans la géostratégie du Proche-Orient. Il ne faut pas oublier que la France et l'Allemagne, les services secrets français et les services secrets allemands ont été en pointe dans l'aide aux islamistes syriens contre Bachar el-Assad, contre l'armée syrienne, contre la Syrie, finalement. Donc Erdogan joue sur ces deux tableaux, et ce ne sont pas sur ces deux tableaux qu'il va gagner. Trump l'a lâché le plus tranquillement, enfin l'a lâché partiellement, mais quand les Russes ont dit aux Turcs « vous n'aurez pas tout le nord de la Syrie », Trump n'a pas bougé. Ça lui était d'ailleurs parfaitement égal. Lui, il continue à occuper l'est de la Syrie pour les puits de pétrole, et puis pour garder un pied en Syrie, on ne sait jamais, mais un pied seulement, et autrement, il continue avec l'Irak. Mais sinon, avec la Turquie, il a juste dit, attention, ne vous rapprochez pas trop de la Russie, parce que tous vos armements vont être désactivés. Or, vos armements dépendent de l'OTAN. Si vous rapprochez trop de la Russie, et si vous achetez leurs fusées, notamment AS-400, qui sont les batteries antiaériennes dernier cri de la Russie, eh bien à ce moment-là, on vous déconnecte tout. Et vous allez avoir beaucoup de mal à faire décoller vos avions. Bon, j'exagère, en disant décoller les avions, ils y arriveront. Enfin, ce serait une gêne considérable pour l'armée turque. Donc, Erdogan essaye de jouer sur les deux tableaux, mais en fait, il ne vaincra ni Poutine ni Trump. Mais ma grande inquiétude, c'est qu'il arrive à dominer l'Europe. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à tous mardi prochain donc à 18h. Et là, nous parlerons de l'Irak, la grande erreur des Américains. Je vous remercie de votre fidélité.